Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde conférence de la journée où on commence peut-être à avoir un peu faim. Voilà, si vous n'avez pas mangé ce matin. Faim de quoi? Faim de nouvelles bonnes pratiques. Parce qu'il y a des choses qu'on commence un peu à avoir, un peu des pratiques qui commencent à apparaître. C'est que parfois on avait plusieurs dépôts GitHub ou des dépôts tout court, et puis des fois on met tout dans un seul dépôt. Ça existe. Ça commence un peu à se démocratiser. On pourrait se dire, tiens, pourquoi est-ce que je pourrais faire ça? Et il y a un outil qui revient souvent, c'est Bazel, pour pouvoir organiser ces monorepos. Maintenant, imaginez que vous ayez un outil qui puisse faire encore mieux que ça, et pour pouvoir aussi un peu mieux découper vos programmes pour avoir des bibliothèques. Alors, on se dit, ok, des bibliothèques, pourquoi est-ce qu'on devrait faire cette tambouille dans nos programmes? Ben justement, pour cette tambouille-là, on a un expert aujourd'hui qui va vous en parler. Et je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre très célèbre cuistot Younes Jaidi pour sa conférence « Fini les apps, pensez aux bibliothèques » avec NX. Hello, merci. Je vais juste faire 2-3 tests. Vous pouvez juste continuer à discuter. Franchement, ouais, c'est vite fait. Tac. Ça fait quoi d'être le système under test? C'est bizarre, hein? No. Yes. No. Yes. Ok, c'est bon. Alors, je suis un peu embêté parce que je me suis trompé sur la date de la conf, parce que c'était 19, 20, 10, et moi je compte les index à 0, donc j'ai compris que c'était en novembre. Et du coup, hier, je suis arrivé ici quand même à Nantes pour la conf. Mais j'ai préparé un petit truc à l'arrache, donc on va essayer de bricoler ça. Et le seul truc, c'est que j'ai noté des idées sur un bout de papier, et je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas. Non. Je vais juste prendre le call vite fait. De toute façon, on a 5 minutes, non, Hugo? 50? De toute façon, mon talk, il tient en 20, donc c'est vraiment pas de souci. Hello Younes, je te dérange pas? Un peu, quoi. Je suis en pleine conf, là. Il y a des gens. Bon, ça va, ils sont assis, ils peuvent attendre, non? Ils peuvent t'entendre aussi. Mais bon, ça a l'air de les faire marrer, de faire maltraiter. Vas-y, dis-moi tout. Alors tiens, je te partage mon écran. Pour te remettre dans le contexte, tu te souviens, on a la page de recherche des recettes, puis on ajoute les recettes au menu de la semaine de l'utilisateur. Le problème, c'est que parfois, il n'y a aucun résultat de recherche et aussi que le menu de la semaine peut être vide, donc c'est pas ouf. Je me disais que ça serait pas mal de réutiliser le bloc, tu sais, avec les suggestions du chef sur les 2 pages dès que la liste est vide. Il y a probablement moyen de factoriser tout ça. Je te laisse voir avec les chunkies, ok? Ok, je regarde ça. Parfait, tu me tiens au courant? Ouais. Au revoir. On a dit pas au revoir. Ok, c'était marrant parce qu'elle parlait des chunkies, c'est une petite parenthèse, vu que j'ai le temps, du coup, on se raconte des trucs. Et alors, les chunkies, c'est quoi? En fait, c'est un problème. Je trouve que souvent, on déshumanise le code. On pense que le code n'a pas d'âme, que c'est juste un truc qu'on pose là et qui marche. Je crois que c'est un peu différent. Je pense vraiment que le code a une âme et que chaque petit bout de code, il vit sa petite vie. Il y a des petits bouts de code assez cool, il y a des codes un peu ringards, il y a des petits codes qui ont des problèmes d'hygiène, voilà. Et puis tous ces petits bouts de code, ils vivent dans un village, une app, par exemple, et ils essaient ensemble de faire en sorte que le village fonctionne, et puis voilà, ça se dispute et tout ça, et puis voilà, ça interagit, parfois ça s'interface bien, parfois ça s'interface moins bien, parfois on va faire appel à d'autres villages qui sont assez sympas, qui viennent filer un coup de main, c'est les libres open source, etc., donc on s'entraide entre villages, parfois ça part en vrille, on s'entend plus, etc. Bref, pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'essaie de meubler, parce que je ne sais pas quoi vous raconter. Et si ça ne vous dérange pas, vu qu'on a le temps, je vais juste faire le petit change là pour Bérénice, parce que sinon elle ne va pas me lâcher pendant tout le talk. Donc, c'est juste vite fait. En fait, c'est juste les 2 pages là, c'est une app en Angular, mais on s'en fout, ça c'est un détail. C'est juste 2 pages qui partagent un composant qui affiche la liste des recettes. Vous avez vu, elles sont affichées à peu près pareil. Et je vais lui rajouter les trucs de suggestion dedans, vite fait. Franchement, bougez pas. Il y en a pour 2 secondes.
Vous voyez là, j'ai la liste de recipes qui est utilisée dans les deux composants. Je vais juste rajouter mon recipes suggestions là-dessus. Paf, une petite condition, façon control flow Angular 17, tac, quand la liste est vide, et un petit commit vite fait. Franchement, je vous dis, ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Show suggestions when there are no search or mail results. Illisible, je sais pas si vous arrivez à lire ça, on s'en fout, j'aurais pu écrire n'importe quoi. Je check, je lance juste la CI, je vais voir ce que ça donne. Paf. Ok, ça mouline. Ok, Roger, zoom sur les chunkies, s'il te plaît. Roger, voilà. Roger, c'est mon ordi. Et, donc là, c'est la build. Mais chaque fois, ça va prendre trop de temps. Et qu'est-ce qu'il y a? Je vais quand même pas me lancer à bosser sur autre chose, je vais me faire un petit café. Et merde. Bon, désolé. Ok. Alors, ça passe des lignes, des tests. Lui, il est mignon, c'est le petit clip qu'on a ajouté récemment. Et merde, j'ai oublié l'eau, putain. Ah, faut pas dire putain. Et hop, ça mouline. Tac. Désolé, j'essaie de suivre un peu. Hop. Et lui, il est rigolo, là, celui qui arrive. C'est du code legacy, il n'a pas de test, donc ça va plus vite. Oh putain. Hop. Je sais pas où faire chauffer ça, peut-être sur l'ordi. Oh putain. Quelle impatience, ce truc. Alors, c'est bon? Bah non, pas tout à fait. Vous n'avez pas fini? Ah si. Bah donc c'est bon. Non, mais presque, c'est juste là, en fait, on a plein de checks qu'on a... Bon, désolé Younes, mais vraiment je comprends rien, donc tu me dis quand c'est prêt. Super. Non, en plus. Désolé. C'est tout pété. Ok, Roger. Zoom sur le code. C'est quoi l'erreur là? Ah, pourquoi ça va chercher le routeur? C'est quoi ce délire? D'où ça a besoin de ça? Vas-y, zoom sur le chunky là. Ouais, c'est quoi ça derrière toi? T'as quoi à la main là? Ah, mais ça, c'est juste des copains. Hein. Comment ça, des copains? C'est quoi ce truc? Bon, c'est toi qui as ajouté Recipe Suggestion tout à l'heure. On dirait qu'il voyage pas seul. Oh bah oui, sans mon star, je suis rien. Hein. Oh, t'exagères. Moi, je te trouve mignon quand tu as fait juste ton spinner en attendant la data. N'importe quoi. T'es censé être un composant présentationnel, toi. Enfin, maintenant, t'es tout couplé à tout ce qu'il y a dans l'app, c'est pas possible. Et c'est quoi le truc là qui arrive derrière? C'est quoi ce truc? Bah, tu es les routes Curry Params? Quoi? Bah à la base, j'étais une page tranquille dans mon coin. J'affichais les nouveautés en fonction du pays, tout le tintouin que je recevais via les routes params. Et puis le store est arrivé. Mais t'es pas du tout pur ni réutilisable, comment on va faire? C'est quoi ce composant là? Oh, ça va, c'est pas une raison de me parler sur ce ton. Hein. Tu vois que t'es nickel, toi, avec ton toc à l'arrache. Ça va? Mais les gars, là, je vais devoir vous séparer, hein, c'est pas possible. Oh, ça va, faites passer de tête. Franchement, j'en peux plus. On a encore du... Non, ça, on a du temps. Je me prépare. Hey, Bérénice, comment tu vas? Ça va? Bon, tu sais quoi, on a réfléchi, on s'est dit que ça serait pas mal de mettre les recettes du moment sur l'app des cuistots aussi. Comme ça, ils se mettront un peu en compète les uns avec les autres. Je pense que c'est pas mal. Ah, pardon. Ah, bah c'est pas si simple en fait. Bah, vous l'avez déjà fait, donc tout est réutilisable, non? Ouais, mais c'est plus compliqué que ça. Vous pouvez pas copier-coller ou mieux encore, tout mettre dans le même repo? Franchement, non, on préfère éviter. Il faudrait qu'on crée une lib en fait et qu'on la publie. Le problème, c'est que ça va changer notre workflow de dev. On va publier la lib, il faut qu'on la mette quelque part. Après, il faut la linker avec les autres apps pour tester. Et puis après, il faut la publier quelque part parce qu'on la publie sur NPM, sur GitHub. Alors là, par contre, je te dis, hein, si c'est du on-prem avec Nexus ou je sais pas quoi, je me casse. Hein. Ok, faites comme vous voulez. Bon courage. Merci. Bon, j'en peux plus à les écouter, il faudrait rien faire, s'amuser à changer de framework toutes les 2 semaines, puis adopter tous les derniers trucs qu'ils ont vus à la dernière conf. Mince. Bon, ça, il nous reste 40 minutes. On va pouvoir faire la pause dans 20 minutes. Faut que je trouve mon papier. Ah, c'est bon. Alors, je m'appelle Younes.
et je viens de Lyon, en France. Et je suis passionné d'extreme programming. Alors, est-ce que ça vous parle, l'extreme programming? Ouais, yes, ok, cool. Alors, pour ceux avec qui ça ne parle pas, c'est un peu comme le Scrum, mais en mieux. C'est-à-dire, il y a moins de bullshit, il y a moins de cérémonies où les gens ne savent pas pourquoi ils sont là, ils coupent leur caméra, ils font autre chose. Et aussi, il y a plus de valeur et de pratique, etc. C'est pas juste du paperwork et on coche des cases, on dit « nous, on est agile, mais on livre une fois tous les 6 mois ». Et donc, je parle beaucoup de pratique et de valeur de l'extreme programming, et de collective ownership, de testing, d'extreme programming, de testing. Enfin bref, je parle de ça souvent. Et du coup, et aujourd'hui, pourquoi je suis là? Je ne suis pas là pour parler de l'extreme programming, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Alors, donc là, c'est Kent Beck, donc papa de l'extreme programming, du CDD, Ginit, etc. Et il a cette métaphore que j'aime bien, sur laquelle j'aime bien surfer, rajouter des trucs, c'est que tout software, c'est un bateau qui prend l'eau. Il faut arrêter d'imaginer le bateau génial qui marche bien et tout. Donc un bateau prend l'eau. Soit on travaille sur les features, donc les behavioral changes, on fait avancer le bateau, c'est à peine perceptible, tout doucement, petit à petit, on va vers notre destination. Soit on travaille sur les structural changes, c'est les refactoring, le tooling, l'infrastructure, et ainsi de suite. Ça ne fait pas du tout avancer le bateau, mais c'est comme écoper, c'est nécessaire. Sinon, si on n'écope pas, on coule. Le gros problème qui se produit souvent dans le software, c'est qu'il y a deux extrêmes. Il y a le premier extrême, c'est la team qui dit « Non, mais là, il faut y aller, on nettoiera plus tard, quand on aura le temps. » Vous savez, ce jour qui n'arrive jamais, là. Et il y a l'autre équipe en face qui dit « Alors là, moi, en plus ça vous parle là, moi je ne sors pas du port tant qu'il n'y a encore une goutte d'eau sur le pont, je veux que ce soit nickel, on va tout mettre au propre et après on y va. » Les mecs qui partent jamais, quoi. Et super, hop, connexion Wi-Fi, non merci. Donc le problème, c'est que les deux finissent en retard, pour des raisons différentes. Et aujourd'hui, je vais venir vous parler d'Enix, parce que c'est un outil qui va venir un peu vous aider à sortir un peu la tête de l'eau et vous focaliser un peu plus sur vos features et aller un peu plus vite, etc. Et c'est quoi l'histoire d'Enix? Donc Enix, c'est né en 2017, ça a été créé par Jeff Cross et Victor Safkin qui se sont tirés de Google pour créer Enix. Et ils sont inspirés de beaucoup de trucs qu'ils ont appris chez Google pour créer ça. Et avec le petit cochon de Jeff Cross, chez Dar, ils se sont barrés, ils se sont dit, c'est vrai en plus c'est un cochon, et ils se sont dit on va monter un truc qui nous permet d'une part de nous focaliser sur la création de valeur et d'avancer vite, parce que le gros problème, c'est que quand je travaille tout seul le dimanche sur un produit, comment ça se fait que j'arrive à aller super vite, et quand on est 1000 dans une entreprise, c'est 1000 fois plus lent. Ça ne devrait pas être plus lent par rapport à la taille de l'entreprise, ça devrait être proportionnellement lent ou proportionnellement complexe au changement qu'on amène. Vous voyez, parce que sinon, inévitablement, plus on est gros, plus on est lent, quoi. Et ça va pas. Et donc, l'idée, c'est voir quel tooling on peut avoir pour améliorer ça. Donc, ils ont créé Enix, qui est un outil qu'ils appellent donc un build system, open source. Moi, je préfère appeler ça un progressive build companion. C'est un truc qui va vous accompagner de façon progressive, c'est-à-dire c'est pas le truc où vous devez changer toute votre façon d'organiser votre code et ainsi de suite. C'est pas aussi intrusif que Bazel, par exemple, ou complexe que Bazel, etc. Mais ça fait pas que ça, en fait, ça fait plein de trucs, et typiquement, ça va vous aider à démarrer votre stack sur plein de trucs. On ne parle pas que de front ou que de back en JS, on parle aussi de back en Rust ou en Go, etc. Et donc, ça va faire pas mal de boilerplate et aussi d'upgrade de tout ça, bon, c'est un autre sujet. Et le problème, c'est que là, si je me mets à vous parler d'Enix, là, j'aurai plus le temps et on annulerait le repas, parce que mais il y a des features de partout, c'est super intéressant, et on peut vraiment les piocher, prendre que ce qui nous intéresse. Et ne commencez pas à les lire. Moi, je ne vais pas vous parler de tout ça, je vais vous parler que d'une seule, qui est tout en bas, c'est comment splitter les apps en libre. Et donc le problème qu'on a, c'est que dans notre app de tout à l'heure, notre code, il commence à ressembler à ça. On a des dépendances dans tous les sens, ça s'enchevêtre dans tous les sens. Il y a des imports, enfin des dépendances qui ont du sens, d'autres moins. C'est-à-dire que le UI component, là, tout à l'heure, il ne devrait pas taper dans le store. Il y a peut-être d'autres composants qui ne devraient pas taper dans certaines choses internes à d'autres parties de l'application, etc. Donc là, il faudrait qu'on arrive à mettre un peu d'ordre là-dedans. Sauf que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, c'est pas grave, je vais faire des dossiers. Et on fait un dossier avec toutes les pages, un dossier avec tous les UI, un dossier avec tous les contrôleurs, un dossier avec tous les services. Ça,
c'est comme le mec qui arrive, qui vous montre chez lui, qui vous dit regardez, c'est trop bien. À l'entrée de chez moi, j'ai mis tous les interrupteurs de la maison. Ah, mais c'est super, donc tu arrives à tout contrôler. Ouais, du coup, quand tu es dans le salon, tu fais comment? Bah, je reviens dans le couloir. C'est pratique. Ouais. Donc il faut un peu de colocation, quoi. Je change un truc, il faut que je change le truc qui est associé à côté, quoi. Faut que je me balade dans la structure tout le temps. Donc revenons à notre cas. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse créer des petites libs, par exemple, qui ne sont rien de plus que des folders avec du code, quoi. Et donc on va créer ce serait top qu'on crée une lib à côté. Et là, visuellement, on voit déjà que dans une direction, ça va, dans l'autre, ça va pas. Donc il suffirait de dire ben, la lib n'a pas le droit de remonter vers l'app. Et on peut aussi dire que l'app ne peut charger que les trucs qui sont exposés par la lib sans rentrer à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Hop, on va regarder en live. Et boum. Hop, un petit peu. On ne sait jamais avec les chunkies, on peut toujours finir avec des trucs un peu crado. Ça, j'ai réussi à ne pas péter le micro. Là. Pas mal. Hop. 35 minutes. On est bon. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt pouvoir aller prendre un café. Et alors, où est-ce que j'en suis? Ma petite liste avec l'âge, c'est des petites listes et tout. Alors, dans mon app, là, hop. Oups. Ouais, super. Ah, voilà. Dans mon app, du coup, là, j'ai une app, celle que vous avez vue tout à l'heure. Et là-dedans, j'ai tout ce qui est lié à la gestion de recettes. Il y a les composants, les services et tout, en vrac ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une lib à côté de mon app. Donc, vous voyez, ça ressemble vraiment à un workspace assez classique. Et donc, pour créer une lib, juste installer Enix sur mon truc. Et je vais juste faire un Enix. Oups. On va se créer une lib qui s'appelle Recipe UI et je veux la mettre dans le dossier libs recipe-UI. C'est tout ce qui est lié à la UI de Recipe. Hop. Boum. Ça a créé juste le folder et ça a fait une petite modif assez intéressante dans le tsconfig qui est utilisé par tout le projet. C'est que quand on importe @whiskmate, qui est le nom de mon app, /recipe-UI, ça va aller charger l'index TS qu'il y a dans la lib. Alors attention, ce n'est pas les alias que vous avez l'habitude de voir souvent, c'est que souvent on a des alias dans les apps et c'est des /étoiles. Ça ne va pas du tout parce que du coup, on tape dans n'importe quel fichier qu'il y a dans la lib. Là, il y a un entry point, c'est l'index TS. Tout ce qu'il y a dans Recipe-UI, sinon, n'est pas accessible si on ne l'exporte pas depuis l'index TS. Comme quand on fait des libs open source, etc. Et donc, là, ce que je vais faire, bah, je vais juste déplacer, pouf, pouf, pouf. Il manque un peu les sons là dans Webster, que ça fasse des petits pouf, pouf, pouf. Et là, hop, je prends le recipe list, le recipe preview, et je vais dans libs. Ah merde, j'aurais dû ouvrir avant. Tac. Oh là là. C'est dur de cliquer. Attends. Tout petit, tout petit, tout petit. Ah, hop, hop. Je prends mes deux composants et je les mets dans la lib. OK? Tac. WebStorm va suivre les imports, etc. Et ici, bon, Enix m'a géré un petit module Angular, je m'en fous. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter que ce que je veux exporter de ma lib. J'expose juste une partie, genre recipe preview et recipe list. Si je ne voulais pas exposer recipe preview parce que je considère que c'est trop interne, c'est ma tambouille, bah, je ne l'expose pas. Vous voyez, je fais comme je veux. On s'en fout là, c'est de l'Angular, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et là, regardons recipe search. J'ai un petit souci, il y a déjà le chemin, il est horrible, parce que c'est l'IDE qui n'a pas suivi. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que Enix a des rules ESLint qui vont nous dire ça va pas, il ne faut pas importer les libs avec des chemins de la marquitude, donc il faudrait que je passe sur tous les imports à la main ici et que je fixe l'import. Ou alors, bah, avec tac, Enix lint-fix. Oups. Skip, Enix, cache. Là, c'est juste parce que j'ai tweaké un peu le truc. L'histoire de l'erreur TypeScript, c'est juste parce que je joue avec des trucs un peu bleeding edge qui ne sont pas stable. Et donc là, regardez.
boum, ça a changé. En fait, Enix a regardé tous vos imports et il corrige tous les trucs. Donc voilà, vous venez de gagner du temps pour faire votre café ou une sieste ou ce que vous voulez. Et remarquez, là, j'ai encore un petit problème, c'est juste que mon IDE ne se met pas à jour. Ah, mais c'est bon. Donc là, on est bon. Et maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que si je fais la même bêtise que tout à l'heure, et que dans Recipe List, j'essaie d'importer... J'essaie d'importer le composant de suggestion qui est dans l'app, donc ça, pouf, ça va dans l'app, et ben, mon lint ne va pas passer. Donc là, si j'essaie de linter toutes les apps et toutes les libs, donc là, Enix il passe sur toutes les apps, toutes les libs, et là, on voit qu'il y a un problème. Okay, donc, je n'arrive pas à charger le composant qui est au-dessus, etc. Et si je vais sur... Donc, si j'enlève ça, hop, parce que ça ne va pas. Donc, Enix m'a empêché d'aller charger depuis la lib l'app. D'ailleurs, si vous voulez voir ça de façon un peu plus visuelle, je peux demander à Enix graph, tac, de m'afficher le graphe du workspace. Et voilà, on voit bien que l'app va charger Recipe Core, l'app charge Shared UI, mais Whiskmate importe Recipe UI qui importe Whiskmate, et on voit tout de suite la dépendance cyclique dans notre graphe. Maintenant, si je corrige ça, ok. Et là, je vais aller dans Recipe List, et là, je vais aller charger dans... j'ai un composant de navigation qui est utilisé partout, c'est un composant shared qui m'affiche toutes les pages. Et là, je me dis, allez, ici, je vais faire un petit... je sais pas, je vais charger Recipe List. Clac. Ouais, il y a besoin d'input, etc. Hop. Et là, boum, j'ai une erreur parce que j'ai une dépendance cyclique entre Shared UI et Recipe UI. Vous voyez, donc si je repars sur mon graphe, parce que bon, ce sera un peu plus visuel toujours, voilà, mon problème il est là. Ça va pas. Ok ? Donc vous voyez, ça va vraiment vous aider à structurer vos apps et limiter un peu le chaos qui peut régner. Donc, et si on allait un peu plus loin? Je fais quoi de mon clicker? Et si on mettait des boundaries encore plus strictes que ça? Parce que là, ça nous évite des trucs assez hardcore, comme les dépendances cycliques ou remonter vers l'app, etc. Mais on pourrait aller un peu plus loin. Exemple, on pourrait se mettre des boundaries avec des layers, quoi. Pour toute architecture à base de layers, que ce soit du front ou du back, on pourrait dire, ben tiens, l'app, c'est un projet de type app, et puis j'ai des libs qui sont de type feature, qui vont contenir des composants de type page, ou container, ou smart, ou appelez-les comme vous voulez, qui vont dépendre de composants en dessous de type UI. Donc c'est des libs présentationnels, etc. Et donc, ce qui serait pas mal, c'est que je puisse implémenter des règles qui disent tu peux descendre, mais tu peux pas remonter, quoi. Vous voyez? Donc on peut vraiment avoir des dépendances assez strictes comme ça. Et donc ça peut commencer comme ça. Demain, je peux créer des libs de type infrastructure. C'est là où je pourrais faire mes appels vers des back-ends, des choses comme ça, des appels HTTP et ainsi de suite. À un moment, je vais me rendre compte que peut-être que j'ai besoin de partager un petit bout de business logic ou des types, etc. Donc je peux créer peut-être une libcore et avoir ça comme type de dépendance. Si j'utilise du store, du NGRX, du RTK ou ce que vous voulez, on peut dire que le store a le droit de taper dans l'infrastructure pour faire des appels vers des back-ends, par exemple, mais que personne d'autre n'a le droit de le faire. Donc on peut définir ce que l'on veut. Donc là, par contre, il faut vraiment trouver le bon curseur en fonction de votre produit. Si vous êtes en train de faire la liste de recettes pour l'association du coin pour un week-end, ça ne vaut peut-être pas le coup d'aller aussi loin si vous avez 3 composants, quoi. Et on peut aller sur d'autres dimensions. Donc ça, c'est une dimension de typologie. Et après, on peut aller sur des dimensions fonctionnelles. Là, on peut passer à ce qui s'assimilerait à du Tactical Domain Driven Design, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, entre autres, splitter notre application
ont des domaines fonctionnels et chacun va avoir du coup son espèce de bounded context, son contexte propre à lui, limité. Et par exemple, toute la partie meal planner qui me gère mon menu de la semaine et ainsi de suite, elle n'a pas à aller chercher les recipes, elle ne sait pas comment ça marche, elle n'a pas besoin de savoir. Et Recipe Search n'a pas besoin de savoir comment le meal planner fonctionne. Et Shared, ça peut contenir des trucs partagés, et donc j'aurai ça comme graphe de dépendance. Par contre, bien sûr, il faut éviter d'en abuser, parce que vous savez ce que c'est le problème classique de tout ce qui est shared. C'est qu'on finit par tout mettre dedans. Voilà, moi, j'ai une règle assez simple là-dessus, c'est qu'en mettant shared que les trucs où toute l'équipe a voté oui, s'il y a le moindre veto, on ne met pas dans shared. Et ça évite de faire grossir le truc. Mais après, on peut avoir d'autres petites libs shared et ainsi de suite. Donc, regardons à quoi ça ressemble. Hop. En revenant à mon code là, pouf. Vous vous demandez pourquoi à chaque fois je saute de ligne, mais en fait l'écran est tronqué chez moi, donc je ne vois pas la première ligne. Et donc là, on va aller, je fais le ménage, je sors l'autre truc du four, paf, paf. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des boundaries. Alors comment ça se définit? Dans nos projets, à chaque fois que vous créez une app, une lib, par exemple Recipe UI, paf, il y a un fichier project.json de Enix qui définit en fait tout ce qu'on lance, etc. Et il définit un truc assez intéressant qui sont des tags. Là, c'est juste des chaînes de caractères. Il n'y a pas de, c'est juste une convention, les 2 points, etc. C'est pas une syntaxe spéciale. Et en gros, on dit que cette lib, elle est dans le scope Recipe et elle est dans le type UI. Vous voyez, tac, tac, Excel. On est dans la case B2, je crois, un truc comme ça. Et là, hop, dans ESLint, j'ai une rule Enix qui me permet de définir les contraintes. De base, elle est YOLO, quoi. Et après, vous pouvez commencer à dire, quand je suis dans le scope Recipe, je n'ai le droit de faire que du scope, n'importer que des libs du même scope ou du scope shared. Et le scope shared ne peut importer que scope shared, etc., etc. Et puis, on peut définir... Hop. Ici, les types. Et dire, par exemple, le type feature ne peut dépendre que du type UI et du type... Pourquoi mon clavier décolle ? Du type core, etc. Donc après, tout dépend des rules que l'on va faire. Ça va marcher en fait sur les différentes dimensions. On peut avoir une 3e dimension qui est plateforme, front-end, back-end, cross-platform, toutes les parties que vous partagez. Plateforme, React Native, web, cross-platform. Et donc voilà. Et pour aller un peu plus loin, ce qui serait super, c'est de dire feature. Ce qui serait pas mal, c'est qu'en face des whitelists de dingue, ça peut paraître un peu... c'est quoi déjà? Allowed external imports. Allowed external imports, c'est un truc où on va whitelister ce que la lib a le droit d'importer comme package NPM. C'est un peu hardcore, mais par contre, franchement, ça marche plutôt bien quand on le met en place, on peut le mettre en place progressivement, etc. Et on se rend compte que finalement, on n'a pas besoin de mettre 100 trucs, quoi, si c'est bien designé. Et là, par exemple, moi, je vais lui dire, tu sais quoi, tu vas utiliser tout ce qu'il y a dans Angular. Par contre, band external imports, tu n'as pas le droit d'importer common HTTP. Ouais, feature ne peut pas faire des appels HTTP en direct, il faut qu'elle passe par un service ou par un store, etc. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Je triche. Branche 3, paf. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une config comme ça. Et maintenant, regardons notre graphe. Hop. Boum. Accrochez-vous. Pouf. On peut regrouper par folder. Ah non, j'arrive pas à cliquer. Vous me dites si j'y suis presque. Un peu plus haut. Hop, voilà. Donc là, ça peut regrouper aussi par parent folder. Donc vous voyez, là, mon app, elle dépend de lib qu'il y a dans Recipe, qui dépend de UI, etc. Ça va taper dans Shared. Il y a quelques petites exceptions où je peux ouvrir des passages exceptionnels. C'est-à-dire que dans la page de suggestion, je me permets d'accéder aux composants add button dans le meal planner.
Donc en gros, suggestion ne va pas taper dans les services mille-planeurs. Il charge un composant, il lui dit tiens voilà la recette, si le mec il clique, vous faites votre truc. Moi je ne vais pas me réfléchir à ça. Donc on ouvre un peu des API, pas trop, et on arrive à faire des choses assez sympas. Donc voilà, maintenant j'ai ça, et regardons ce que ça donne si je commence à faire n'importe quoi. Alors qu'est-ce que j'ai prévu comme scénario de n'importe quoi? Ah oui, dans Mills, pouf, ok. Donc dans Mills, j'ai une très mauvaise mémoire. Dans Mills ici, j'ai décidé d'aller faire quoi déjà? Ah ouais, d'aller taper dans le client HTTP. Et je dessine bien. Et puis de taper dans Recipe Filter. Recipe Filter, c'est le truc de recherche qui est... Il est où déjà? Ah, il est là. Voilà. Hop. Et donc c'est le composant avec les keywords. Machin. Et donc là, poum, poum, poum. Si je reviens dans mon code, donc je vais aller dans Mills Component. Si ici, je m'amuse à récupérer le client HTTP, tac, ceux qui veulent troller sur la fonction inject, on se retrouve là-bas au café, au lunch. Et là, import, que dit import? Boom, a project with type feature is not allowed to import Angular Common HTTP. C'est pas ouf ça? C'est vraiment... Wow, c'est génial. C'est ça que j'avais prévu, mais dommage. Et tac, tac, tac. Et l'autre truc qui est cool, c'est je fais n'importe quoi. Et ici, je charge Recipe Filter, composant de filtrage. Et là, pareil, ESLint me dit, boom, a project with scope Mill Planner cannot depend. J'arrive pas à lire en fait, je devine. Mais il peut dépendre que sur Mill Planner et shared, il peut pas dépendre sur SPUI. Donc après, vous pouvez ouvrir le Linux Graph et voir ce que ça fait. Vous voyez du coup jusqu'où ça peut aller. Next. On va booster l'Oracle. Alors, c'est quoi l'Oracle? Pareil, je crois que c'est une métaphore de Kent Beck. À la base, l'Oracle, c'est les tests, c'est l'Oracle, en fait. C'est l'Oracle qui vous dit si tout va bien, si tout va pas. Et en fait, tout notre workflow de CI, etc., c'est l'Oracle. On lance le truc, j'attends que le build passe, que l'in passe, le test passe, et si tout ça passe, je suis confiant pour aller en prod. Si je ne suis pas assez confiant, il y a un problème dans ma stratégie, quoi. Si je dois attendre qu'il y ait une équipe qui fasse la QA. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc, faut que j'ai ce niveau de confiance. Mais le problème, c'est que si l'Oracle, déjà, il commence à être un peu fou et qu'il bagote, vous savez, quand vous avez des tests flaky, etc., ça pose problème. Et un autre problème, c'est quand l'Oracle devient mou, il dit oui, les tests, on attend 30 minutes, il faut que je lance les tests end-to-end, et après je te dis, etc. Et ça va pas, parce que du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez 30 minutes, vous faites autre chose, on a des PR qui s'accumulent, bref, ça va pas du tout. Donc il faut qu'on booste ça. Comment on peut booster ça? Eh bien, Enix, il y a un truc, ils se sont rendus compte, je dis, en fait, nous, on connaît tout le graphe de l'app, donc, si je prends par exemple les tests restent un exemple, hein. Ça peut être des tests en n'importe quel outil, ça peut être des commandes de génération de code, ça peut être du build, ça peut être n'importe quoi. Et au moment où vous faites un changement, Enix sait ce qui a changé par rapport à quel commit et tout en se basant sur Git, quoi. Oui, ça marche pas Enix avec le FTP, hein, je crois pas. Et je sais pas si ça existe encore ça. Et donc, quand on lance run many test, Enix fait un truc assez sympa, c'est qu'il va lancer les tests sur toutes les apps, toutes les libs, sauf que pour chaque type de commande, test, lint, machin, il a des clés d'entrée, en fait. Il va calculer tous les fichiers, il va prendre leur hash, et à partir de ce hash, il utilise ça comme clé pour se souvenir du résultat. Donc quand je fais run many tests, ça lance que les tests affectés, en fait. Des libs et des apps qui sont affectés par le changement. La lib A et la lib B n'ont pas bougé, donc il se souvient du cache, il nous ressort le résultat, salut, au revoir. Et mieux encore, donc ça pour les tests, c'est très bien, le cache c'est rapide, mais il y a une autre commande qui est affected, donc on peut lui dire lance les tests que de ce qui a été changé. Par rapport à quoi? Par rapport soit à la branche main, soit au commit précédent, soit si vous êtes sur GitHub Actions ou si vous êtes sur un type de workflow d'outil de CI, vous pouvez customiser ça, on peut lui dire à partir du dernier commit qui est passé sur la branche, où tout le workflow de CI est passé. Donc il va faire que c'est du but du test incrémental. Voilà. Et donc quand je fais affected, il va juste même pas lancer la lib A, la lib B, il va lancer que l'app, la lib C. Donc à quoi ça sert? Pour les tests, pas grand-chose, parce que le cache marche très bien. Mais parfois, ça peut être intéressant, parce que dans le workspace, il n'y a pas que notre app. Et il y a parfois un truc tout bête, mais la doc, quand on y pense, quand on prend le temps, quand
combien de fois vous changez un README et ça lance tout le workflow de build, de test, donc on commence à rajouter des configs de CI de l'espace. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire NX affected et dire déploie que si c'est touché. Si c'est pas touché, tu déploies pas. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Hop. Boum. Ah merde. Ouais, c'est bien celle-là. C'est simple. Si je fais NX run mini, allez, je lui dis de lancer les lints et les tests, parce qu'on peut faire des trucs comme ça, on peut faire du filtering, du grouping, de tout. Là, oups, il y avait déjà tout dans le cache. Mais voilà, si je lui demande de skip le cache, il relance tout. Mais sinon, si je lance normalement, vu qu'il n'y a rien changé depuis la dernière fois, boum, ça marche instantanément. Donc là, il a lancé tout, il n'a juste pas lancé les tests, parce que c'est ça le truc le plus performant. On peut se battre dans la verticalité. Tiens, je vais utiliser un bundler plus rapide que l'autre, je vais passer à USBuild, tu sais quoi, je vais faire ça en SWC, machin et machin. Ou alors, on peut utiliser ça, et en même temps, juste le truc le plus rapide, c'est de ne pas faire les choses, quoi. Ouais. Donc, pouf. Là, ce que je vais faire, quel est l'élément dans le graphe que j'avais pensé qui était intéressant? Ah oui, 1000 components. Donc, je prends mon 1000 components. Ah, bah super, j'étais dessus. Super. Et là, je sais pas, je fais un log, boom, de hello, DevFest Nantes, est-ce que vous êtes là? Ouais, je suis doucement, il ne faut pas faire attendu. Hop, là, je relance NX et regardez, il a lancé que, très intéressant, il a lancé que le lint de la lib et il a lancé les tests de l'app et de la lib. Vous voyez? C'est configuré comme ça, parce que les tests, si je change la lib, ça peut impacter l'app. Par contre, si je change la lib, ça impacte que le lint de la lib. Je ne veux pas relinter l'app. Il y a peu de chances qu'il y ait une règle slint qui ait besoin de faire des checks là-dessus. Vous voyez, c'est très bien pensé. Et très customisable, etc. Et poum, poum, poum. Et plus intéressant encore, si je me crée une petite target dans mon projet, super, j'arrive plus à cliquer. Voilà. Alors on a des targets, donc c'est build, serve, machin. Moi, je me suis racheté une petite target et deploy. C'est aussi simple que ça. Ça, dès que je fais deploy, NX va regarder les apps qui ont deploy, il va lancer la commande que j'ai mise ici, qui est j'attends 30 secondes et je fais semblant de déployer sur Firebase. Et là, du coup, si je fais NX mini deploy, là, du coup, ça va vraiment essayer de deploy l'app. Par contre, tac. Oh, désolé, je suis maladroit. Là, si je refais le deploy, poum, 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 et je fais pas affected, je fais pas un mini, je fais affected, je lui dis déploie que ce qui a changé depuis quand? Depuis le head, là il dit il n'y a rien qui a changé. Donc il ne redéploie pas. Vous voyez? Si je change ma lib, là, il voit que app est affecté, du coup, il essaie de déployer app. Si je change le readme, hop, tac, 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 oh, je vois rien. Ok, là, par exemple, je peux faire. Hop. Là, il ne déploie pas parce que la doc ne rentre dans aucun déploiement. Et voilà. Boum. Maintenant, pour répondre aux besoins de Bérénice, qui voulait qu'on partage l'app, etc., j'ai mon workspace qui est là. Je pourrais prendre une lib ou un groupe de libs, un peu plus tricky mais faisable, et les publier sur NPM ou sur GitHub, et surtout pas sur des trucs on-prem. C'est vraiment un problème avec on-prem, traumatisme d'enfance. Et donc, on publie les libs. Et ça, ce qui est génial, c'est que NX vous accompagne. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de publier des libs open source, etc.
Franchement, à réfléchir déjà, choisir, est-ce que je fais du roll-up, est-ce que je fais du ng packager pour Angular? Bah ouais, j'ai pas le choix. Et comment je fais les entry points et les sub-entry points et les peer dependencies? Ah, au secours. Donc du coup, NX vous accompagne, il répond pas à tout, mais du coup, il y a des choses auxquelles il faut répondre. Ou alors, le problème, c'est plus le workflow de dev. À chaque fois, je vais pouvoir publier sur un serveur NPM en local, un Verdaccio, je sais pas quoi, aller tester ça sur mon app, faire des process manuels. Ou alors, on fait du monorepo. Je sais que ça fait peur. Encore une fois, le monorepo, vous n'êtes pas obligé de faire un monorepo pour toute l'orga. Vous pouvez avoir un monorepo pour 3 personnes, pour une équipe, pour un service, etc. Ce qui freine souvent d'ailleurs le monorepo, ce n'est pas des contraintes techniques, c'est des contraintes organisationnelles. C'est-à-dire vous avez 2 équipes avec un management différent. Vous avez un management assez cool, assez itératif, assez rapide, et un autre un peu plus cycle en V, un peu plus discutable. Et ils partagent le même workspace. Et vous avez une équipe avec une grosse culture de testing et les autres, pas encore. Et donc voilà, donc ça, il faut vraiment travailler ensemble avec collective ownership. On est sur un bateau, hein. Donc au bout d'un moment, s'il y en a un qui dit « Ah, je m'en fous, j'ai envie de faire un feu d'artifice », non. Donc, paf, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ce que ça donne, c'est que j'ai encore le temps. Et si on essayait de faire... Je n'ai jamais de branche, je les nomme n'importe quoi. Je bois un verre d'eau et on va essayer de voir si on arrive à faire une app en moins de 5 minutes. Vite fait, quoi. Donc, une petite app où on va réutiliser... je perds mon tablier. On va réutiliser des composants, quoi. On crée juste notre squelette de page, qui est à peu près le même. Et la prochaine fois, il faudrait vraiment que j'embauche un assistant qui s'occupe de mon tablier. Ce serait classe, ça. Assistant. J'en étais où, là? C'est pas possible. Ok, c'est parti. Donc là, j'ai rien, hein, je vous promets. Dans Apps, il n'y a que mon app Whiskmate. Et là, ce qu'on va faire, NXG app, boum, je charge une app, je crée une app suggestion, celle que Bérénice nous a demandé, et sur le port 4300, parce que du coup, voilà, je leur donne des ports différents quand je les démarre en local, quoi. Boum. C'est parti. Bon, ça, normalement, c'est juste un petit bug. On ne devrait pas avoir la question. Ça a créé l'app. Nickel. Et là, hop, j'en profite pour ajouter Angular Material. Donc, ce qui est super, c'est que les générateurs NX qui génèrent du code sont compatibles avec les schématiques Angular, parce que bien sûr, NX est un peu inspiré d'Angular historiquement, et ils ont repris des idées, puis ils ont fait un peu mieux. Et donc là, pouf, on va créer l'app. Sur le suggestion, on va rajouter Angular Material avec le thème par défaut. Vas-y, rajoute les fontes. Vas-y, mets-moi les animations. Allez, c'est parti. Tchouk, tchouk, tchouk. Hop, on va voir à quoi ça ressemble. Bon, hop. Vous voyez là, j'ai mon app. Hop, hop, hop. Bim. Voilà, delete, c'est ma touche préférée. On va faire un clac, clac, clac. Non. Réveillez-vous. C'est le composant, ok ou pas? Et là, je vois pas le truc. Ah, paf. Ching. Tac. Et, oups, ce qu'on va faire, NX run many target serve et open. Oh non, non, non. Hop, je lance les 2 apps en parallèle. Et badaboum. Et une app à gauche. Réveillez-vous. Nickel. L'autre est là. Allez. Et j'ai paumé une fenêtre. Okay. Donc voilà, l'ancienne app, la nouvelle app. Voilà. OK. Et maintenant, on peut bosser. Tchoup. Bah, ici, allez, c'est parti. Je vais réutiliser mon composant de nav. Hop. Qui est réutilisable. Qui a besoin de quoi, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Tac. Il veut des lignes, quoi. On s'en fout. Il veut quoi? Il veut des titles. Allez, hop. Il veut des titles. C'est parti. Yes, nickel. Ici, c'était un peu plus joli.
parce que c'est enregistré, ça. Et là, je peux utiliser, je fais le temps d'un routeur, ouais. Là, je peux utiliser mon routeur applet. Hop. Yes. Et on va configurer le routeur qui est juste là. Hop. Et component. Allez, load component. Ah, super. Plus de batterie. Hop. Estimé. Et suggestion. Tac, c'est ça qu'il me faut. Pouf. Oh, tu sais quoi? Ah, j'ai pas mis le default export. Ok. Ouais, je vais juste charger direct. Hop. C'est quoi ces suggestions components qu'on voulait? Ah ouais. Et clac. Cool. Donc là, j'ai mes deux composants. Je me dis, ah, ce serait mieux en uppercase, mais title. Ben, pas de problème. Hop. Dans recipe preview, component. Je voulais faire, ok. Text transform. Uppercase. Et là, pouf, je peux tester ça. Alors bien sûr, vous n'avez pas lancé les apps en local de tous les produits de tout le monde, mais vous pouvez lancer des tests automatisés. On peut avoir du snapshot testing, tester du pixel perfect composant par composant, etc. Et donc je peux faire des modifs quand je veux, si c'est bien testé, je sais que j'ai cassé une app ou pas. Et donc tout de suite, dans ma pull request, dans mon commit, je sais que, ouf, j'ai cassé le truc tout de suite. Et non pas dans 6 mois quand l'autre équipe a décidé d'upgrade la lib et qu'ils font une release, etc. Et donc, ce qui nous ramène au slide. Et tac, 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 on va passer aux key takeaways. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est en splittant vos apps en lib, on va gagner en organisation, on va avoir ah oui, quand même. On va avoir des boundaries, on va avoir des boundaries un peu plus claires. Et aussi, un truc intéressant, c'est que Enix va, en splittant vos apps en lib, va vous permettre de embrace change, en fait, qui est un peu le motto de l'extreme programming, c'est de ne pas refuser les demandes des Bérénice. Ok, on fait la modif, ça impacte toutes les apps, pas de problème, on le fait, je crée une nouvelle app, je crée une nouvelle lib, on partage. Je ne suis pas freiné par des trucs, je suis prêt à tout, mais rien en particulier. Je ne prépare pas des choses, oh, je crée une lib au cas où, machin. Non, on organise notre truc, le code est clair, le code est simple, nos composants sont réutilisables, ils ne sont pas contaminés par le routeur, le store, le truc. Je vois tout de suite ce qui est potentiellement réutilisable, et je suis prêt à tout. Je suis prêt à pivoter. L'autre truc, c'est que Enix, en découpant vos apps en lib, vous allez gagner dans l'accélération de vos workflows. Que ce soit Enix ou pas, en fait, si vous splittez votre code comme ça et que vous avez vraiment des projets différents, ça va aller plus vite. Ça peut aussi vous aider pour les plus barbus qui veulent faire du tactical DDD, ou si vous voulez faire des architectures hexagonales, particulièrement en back-end, etc. Ça peut vous aider parce que du coup, vous pouvez enforce ces boundaries. Et c'est super aussi, c'est assez dingue parce qu'au début, on se dit, oh, encore un outil, ça va me complexifier mon workflow, machin, etc. Mais au contraire, en fait, ça met vraiment des guidelines. Donc même quand vous avez des nouveaux qui arrivent dans l'équipe, ça les aide beaucoup et donc ça nous permet tous être dans le cadre. Donc c'est paradoxal, mais ça aide plus en fait une équipe débutante ou qu'une équipe plus expérimentée, etc. Et ça permet un turnover, ça permet un bus factor de dingue. On peut perdre la moitié de l'équipe, on s'en fout. Et puis Enix est progressif, n'oubliez pas ça, c'est pas un truc intrusif où vous devez migrer tout. Vous pouvez juste ajouter Enix juste pour qu'il mette en cache vos commandes de NPM, par exemple. C'est déjà un point de départ. Puis après, il faut vos scripts NPM. Et puis, dernier truc, bien sûr, si vous passez sur Enix, choisissez votre granularité. J'aurais dû mettre plus gros celui-là. Choisissez votre granularité sagement et progressivement. Vous pouvez aussi changer la granularité au fur et à mesure. Ne faites pas des toutes petites libs ou des super grosses libs, etc. Et voilà. Et pour finir, je vais juste vous parler un peu de moi. C'est un petit moment ego trip. Du coup, je m'appelle Younes. Du coup, on a un meet-up qui s'appelle Angular Lyon.
Et donc on fait des captations, on les stream et tout, si vous voulez voir. La dernière fois, on a fait un... En plus, on a pas mal de matos. La dernière fois, on a fait un sur Angular 13 et Angular 16 qui changeait. C'était un talk de 2 heures. Et on n'a pas branché le bon micro. Mais on le refera peut-être à l'occasion. Bref, c'était une petite boutade. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller dessus. Enterprise.js, c'est aussi un autre truc qu'on va lancer justement pour parler sur tous ces aspects organisationnels, d'architecture, onboarding de dev, etc. autour de JS. Et à côté de ça, on a un groupe qui s'appelle JS Cutlery. On fait pas mal de tooling JS autour de NX, autour d'Angular, autour d'autres trucs, avec Edouard le montagnard. Et puis, je suis aussi Google Developer Expert, Angular WebTech et NX Champion. Alors, c'est des termes que j'aime pas, je trouve ça super pompeux. Et puis, les gens voient ça un peu comme un diplôme, mais pas du tout. En fait, on essaie de faire le lien entre la communauté et les outils et l'écosystème, etc. Donc, on est vraiment plus... des assistants sociaux, quoi. Et je sais pas, on essaie de trouver le truc où tout le monde est content à la fin. J'en sais rien, j'essaie de trouver le terme. Mais j'aime bien l'idée de glue, en fait, on a une colle quand la communauté et trucs. Et tout ça, ça prend du temps. Et ça rapporte que dalle. Donc, à côté, si vous avez une petite pièce. Ma boîte, c'est Marmicode et on accompagne les équipes sur tous ces aspects, toujours dans l'idée d'y aller progressivement, pas de Big Bang, que ce soit culturellement, techniquement, etc., avec une grosse culture d'extreme programming et ainsi de suite, sur des stacks plutôt serverless et tout, on-prem. Ça m'embête, quoi. Quand on essaie de régler un problème de CI, en fait, ça marche pas parce que Cube est down. Et les formats, du coup, j'ai des cours vidéo qui arrivent très bientôt, ça prend du temps aussi. Et donc, vous pouvez vous inscrire tout de suite. Il y aura des prix assez intéressants pour le début, parce que le cours sera partiel, mais vous paierez le truc full, etc. Et il y a le coaching, si vous avez besoin d'accompagnement, c'est avec plaisir. Et puis, on a des workshops. Il y a un code promo. Voilà. Donc on a un code promo. Donc allez-y, ça finit mercredi. Donc foncez, ça va être super. Venez. Donc il y a des workshops NX, des workshops Angular et d'autres trucs qui vont arriver. J'ai l'impression d'être un commercial de SN. Et boum. Et donc juste un truc. Ah oui, merci à ma femme Élise parce que c'est pour sa patience. Et sa voix. Ça prend quand même du temps d'organiser un truc pareil. Et surtout, est-ce que vous avez passé un bon moment quand même? C'est surtout ça, c'est vrai? Ah, cool. Moi aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et,